Eh bien, tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Bonjour à tous à ce webinaire qui portera sur la maturité des fintech avec la data. On va répondre à une question majeure aujourd'hui pour les fintech, c'est comment les données peuvent aider votre entreprise fintech à se développer et donc aussi à prendre de meilleures décisions. Alors, je suis Bastien Serrenon, je suis Business Unit Manager pour tout ce qui est finance, donc ça regroupe la banque et l'assurance. Et je suis accompagné de Maxime que je vais laisser se présenter. Merci Bastien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Boisseau Maxime et je suis data analyst chez Midral et je vais me charger du cas d'usage d'aujourd'hui. Parfait, merci Maxime. Alors, on va décomposer le webinaire de la manière suivante. On va vous présenter très rapidement qui est Midral pour que vous ayez quand même compréhension de l'entreprise que nous sommes. Ensuite, des éléments de contexte sur qu'est-ce qu'une fintech, quel est l'impact de la data dans les fintechs. Et puis Maxime, qui vient de parler justement, va vous présenter un cas d'usage basé sur des outils avec qui nous sommes partenaires pour vous présenter un cas type d'une fintech qui va vouloir analyser ces données. Et on viendra ensuite à la partie questions-réponses. N'hésitez pas tout du long à poser des questions dans le chat, on y reviendra à la fin. Alors, on va parler effectivement de l'écosystème Data Analytics qui regroupe donc Midral et puis nos deux partenaires éditeurs Tableau ainsi que Nime. On y reviendra juste après. Et dans les grandes lignes, qui sommes-nous Midral? Alors, Midral, il faut savoir qu'on est pure player de la data. On entend par là pure player, c'est qu'on ne fait que de la data, on ne fait pas d'autres solutions du marché. Et on va justement intervenir tout au long du cycle de valorisation de la donnée que je vous présenterai dans la slide qui suit. Pour mener à bien nos missions et pour surtout répondre aux problématiques métiers et aux enjeux business, on va avoir un pool de plus de 50 consultants, même encore plus, sur l'ensemble de la France, qui vont pouvoir aller dans la donnée et permettre aux métiers de mieux comprendre leurs données. Et puis pour finir, je dirais que le dernier point, ce serait la partie Midral Data Academy, qui est un organisme de formation agréé qu'on a en interne, qui nous a permis jusqu'à présent de former plus de 4000 business scientists et analystes. Alors, je vous parlais de cycle de valorisation de la donnée. Le cycle de valorisation de la donnée, il est divisé en deux parties, la partie préparation de données et visualisation de données. Mais l'importance, c'est surtout, je vous le disais avant, de répondre aux enjeux business. Alors, on va toujours partir des problématiques métiers. Donc, vous voyez un petit bonhomme à droite qui cherche la clé aujourd'hui pour comprendre un peu mieux ces données. Et on va justement chercher à répondre à ces problématiques métiers en allant chercher en amont la bonne donnée, donc dans la phase de data préparation. Et une fois la donnée identifiée, on va pouvoir la nettoyer, l'enrichir, la transformer dans une phase de data gouvernance. On va pouvoir y incorporer une partie business science avec de la prédiction et de l'analytique augmentée. Et cette phase préparation de données ou data prep, c'est 80% du travail, c'est la phase immergée de l'iceberg. Qui dit immergé dit émerger. Donc, la phase émergée maintenant de l'iceberg, c'est la data visualisation. C'est 20% du travail restant. Et on le divise de la manière suivante, la partie report, dashboard et data journalisme. Le report, ça va être un rapport classique que vous connaissez sûrement aujourd'hui, où vous avez avec une analyse de la donnée. Le dashboard, vous allez avoir une analyse plus fine de la donnée avec de l'interactivité aussi au niveau des différentes vues qui représentent votre dashboard. Et on a développé dans notre pôle innovation une approche data journalisme qui va aujourd'hui vous permettre d'avoir une lecture plus scénarisée de la donnée et d'aller aussi plus en profondeur dans votre donnée pour comprendre vos données métiers. Alors, la phase de préparation de données qu'on évoquait avant, Midral, depuis quelques années et même plusieurs années, est partenaire technologique de la solution Nime sur le marché, qui va nous permettre justement de faire cette phase de préparation de données de manière intuitive pour les métiers. L'objectif, c'est de se connecter directement aux sources de données et avec des systèmes de glisser-déposer, d'avoir des boîtes ou nœuds, comme l'appelle l'éditeur, qui va nous permettre de transformer, nettoyer, enrichir la donnée et derrière d'avoir une sortie qui va être directement vers des fichiers plats, par exemple, ou Tableau dans le cas du cas d'usage que va vous présenter Maxime ensuite. C'est un outil qui est très axé sur sa communauté, en fait. Enfin, il y a une grande communauté. Et comme vous le voyez sur la slide, on a plus de 2000 nœuds qui sont disponibles et c'est mis à disposition par la communauté qui est animée par des fans de la data comme vous et moi. Et puis la partie visualisation de données, on est partenaire historique de Tableau depuis plus de 10 ans aujourd'hui. C'est la partie donc visualisation de données où on va rester sur une partie de glisser-déposer
pour pouvoir glisser des indicateurs dans des vues, créer des vues et créer des dashboards par la suite. La communauté aussi est très importante. Vous avez d'ailleurs Tableau public qui permet de partager différents dashboards Tableau. Alors, le contexte aujourd'hui, donc, quels sont les enjeux de la data pour les fintechs? Alors, dans un premier temps, il convient de définir ce qu'est une fintech. Donc, le mot fintech, c'est une abréviation qui combine les termes financial et technologie, ou la technologie financière. Le domaine de la fintech, au sens large, va regrouper l'ensemble des sociétés qui mettent en œuvre des solutions innovantes qui visent à améliorer ou repenser le secteur financier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques et les assurances sont toutes régulées par la directive européenne sur les services de paiement. Donc, elles mettent à disposition des interfaces de programmation qui permettent à des jeunes sociétés d'interconnecter leurs flux de données de manière sécurisée et standardisée. Donc, ça permet de développer des services innovants, comme on peut le voir avec des solutions, peut-être que ça vous parle, comme par exemple Conto, Lydia ou Swile, voilà, qui vont être des fintechs qui vont permettre justement de développer des services innovants pour les utilisateurs finaux. Alors en chiffres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on voit surtout entre 2008 et 2019, donc quasiment 10 ans, on passe de 930 millions de dollars dans les fintechs à 136 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on est sur un marché en pleine expansion et où on a de vrais enjeux autour de la data. Et donc justement, ce qui me fait passer à la partie big data et fintech. Alors on l'a tous connu, la crise sanitaire a rendu en fait la fréquentation des banques de plus en plus difficile. Et des applications du big data dans la fintech progressent beaucoup plus vite aujourd'hui. Il y a trois leviers, 3 points importants qui font que le big data a une place forte dans les fintechs. C'est dans un premier temps l'analyse prédictive, qui est un des principaux avantages du big data que le big data offre aux entreprises de la fintech. Et grâce à l'analyse prédictive, en fait, les marques peuvent désormais définir des conditions d'emprunt plus précises, ce qui est financièrement avantageux pour le client au profit à faible risque. Et de la même manière aussi, ça permet également de réduire les risques de traiter avec des emprunteurs à risque inutile sans fixer de conditions appropriées. Le deuxième point, ça va être que de nombreux clients aujourd'hui s'inquiètent de la sécurité de leurs données et de l'accessibilité de leurs données par les entreprises. Et justement, l'intérêt du big data, ça va être de mieux cibler aussi les offres qui vont vous être proposées et tout simplement pour mieux vous servir. Et le troisième point, donc c'est l'obtention de financement. Toute cette analyse des mégadonnées qu'on évoquait juste avant, ça permet aux petits prêteurs une excellente occasion de montrer leurs compétences aux investisseurs. Donc ça, à son tour, ça aide à aider de nombreuses marques à obtenir des fonds qui n'auraient pas été justement disponibles autrement. Alors, je vais maintenant laisser la main à Maxime qui va pouvoir couper son micro, enfin rouvrir son micro justement, sur un cas d'usage orienté fintech. Merci Bastien. Donc on va vous faire un cas d'usage fintech. Alors, on va prendre l'exemple d'une société fintech fictive, donc on a nommé Techus. Alors Techus, c'est une fintech qui a proposé plusieurs solutions à ses utilisateurs. Donc, des solutions de paiement, donc de proche en proche, comme on peut voir avec Lydia, des solutions de financement et d'investissement. Donc, investissement dans des ETF, des cryptos, un peu toutes les solutions maintenant qui existent pour investir son argent. Alors, donc on a ici un dashboard. Alors, le dashboard, on va avoir plusieurs données qu'on va pouvoir lire et interagir avec, et notamment les premières qui sont les plus importantes. Déjà, on va voir le nombre d'utilisateurs. Effectivement, c'est le nombre de personnes qui vont utiliser l'application Techus pour justement faire les paiements, se financer ou investir. On va ensuite voir la note moyenne de Techus, donc de l'application Techus sur les différents App Store. Donc c'est aussi un KPI important parce qu'une bonne note, ça va permettre une meilleure mise en avant sur les stores et surtout d'apporter une confiance à de nouveaux utilisateurs. Ensuite, ici, on va pouvoir voir l'évolution du nombre d'utilisateurs dans le temps de Techus. Donc on peut voir que la société a plutôt stagné entre 50 et 100 utilisateurs par mois depuis sa création en janvier 2021. Et on a vu un pic en janvier et mars. On peut imaginer qu'en janvier et en mars, de janvier à mars, Techus a fait une campagne marketing, par exemple de parrainage. Donc vous avez sûrement déjà vu avec Boursorama, Orange Bank, etc. Donc simplement offrir 100 € aux parrainés et 100 € aux parrains.
Donc on peut imaginer que ça a apporté beaucoup de nouveaux utilisateurs qu'on va pouvoir voir justement dans le graphique. Et on va voir que justement après, ça va restagner. On peut déjà tirer la conclusion que d'un point de vue marketing, TQS a peut-être des problèmes pour justement engendrer plus d'utilisateurs par mois. Ensuite, on va aller voir dans les plus gros en détail, le CA par produit. Donc comme je disais avant, TQS propose de l'investissement, du paiement et du financement. On peut voir déjà une chose assez surprenante à propos de TQS, c'est que son investissement, enfin le pôle investissement, c'est ce qui va lui rapporter le plus d'argent. Donc là, on voit 5 millions, la part de paiement est assez faible et financement arrive en deuxième position. On va même aussi ensuite voir sur le côté que la moyenne de l'argent que les clients vont demander pour se financer est de 1 235 €. On peut imaginer que TQS propose des prêts sur 12 mois, ce qui fait environ 100 € par mois, ce qui est une moyenne acceptable, que ces utilisateurs vont investir environ 2 500 €, ce qui est assez conséquent pour des utilisateurs lambda, et vont utiliser des paiements à hauteur de 250 € en moyenne. Donc déjà, là, on peut observer que les utilisateurs de TQS sont des gens qui ont un peu d'argent à investir. Donc 2 500 €, c'est quand même 2 SMIC, donc c'est déjà pas mal. Qu'ils font des paiements moyens de 250 €. Donc on peut imaginer qu'ils font des paiements de proche en proche, mais d'un pays à l'autre. Par exemple, un parent qui va envoyer de l'argent à son enfant qui est à l'étranger. Donc histoire aussi de baisser ses frais pour ne pas avoir à passer par une banque. Et justement, on va voir les utilisateurs ensuite par pays. Donc on va voir que TQS n'est pas présent partout dans le monde, mais commence à avoir une bonne base de pays. On peut déjà observer par exemple qu'on en a la France. Et justement, donc on a une vise dans la vise qui nous permet de voir que c'est au 4e trimestre 2021 qu'on a eu le plus grand nombre d'utilisateurs en France. Idem en Norvège et en Inde et en Turquie. Donc c'est là où on a le plus grand nombre d'utilisateurs et on voit qu'au Brésil, ça commence timidement. Donc on va aussi pouvoir filtrer justement ces données des utilisateurs de TQS grâce à la carte. Donc quand on va cliquer sur la carte, on va pouvoir voir qu'au Canada, donc on a une moyenne de notes de 3,9, ce qui est très bien, l'évolution encore du nombre d'utilisateurs, et ainsi de suite, le chiffre d'affaires et les moyennes d'investissement des utilisateurs. Ensuite, on va pouvoir avoir une autre vision qui est extrêmement importante pour une fintech, c'est tout simplement la maîtrise de son budget. Donc par exemple, on peut voir ici en 2020 que le budget prévisionnel était capé à 600 000 pour le développement, 100 000 pour le marketing et 400 000 pour la recherche. Et on peut voir déjà qu'il y a eu quelques dépassements de budget, mais pour marketing recherche, ça a été plutôt correct. Et quand on va avancer, on va se remarquer qu'on a des dépassements de budget, voire en 2022, on a déjà atteint tout le budget. Ce qu'on va même pouvoir observer grâce au net burn rate. Donc c'est tout simplement le nombre de mois qui va rester à l'entreprise en fonds de trésorerie. Et on peut remarquer qu'il lui reste que 10 mois de trésorerie avant d'être à sec, ce qui est malheureusement un problème des fintechs aujourd'hui, c'est le fait qu'ils vont brûler beaucoup d'argent très vite et ce qui ne les rend pas périns en fait, dire, dans le long terme. Donc là, on peut déjà dire à TQS qu'il faudra peut-être commencer à lever des fonds et à contacter des investisseurs pour injecter des liquidités dans l'entreprise. On va ensuite pouvoir voir le taux de nouveaux utilisateurs. Donc effectivement, pour une fintech, c'est très important d'avoir un nombre d'utilisateurs le plus conséquent possible. Donc là, on peut voir que depuis, donc là on est sur la période du mois de mars, que sur un mois, on a gagné 11,64% d'utilisateurs. Ce qui est un chiffre plutôt bon, mais quand on le compare au nombre d'utilisateurs de base de TQS, c'est pas quelque chose d'énorme et TQS doit l'augmenter. Ensuite, on va aussi pouvoir voir le temps moyen de connexion des utilisateurs. Là, on peut voir qu'il est assez corrélé avec justement cette logique d'investissement de ces utilisateurs. Parce que tout simplement, les gens vont prendre environ 5 minutes sur l'application. Si ça aurait été le paiement qui aurait une plus grande part de marché, donc une plus grande part chez TQS, 5 minutes, ça aurait été beaucoup trop long. Donc ils auraient pu prendre des décisions justement pour abaisser ce temps-là. Là, on est plutôt dans une bonne moyenne, donc TQS s'en sort bien au niveau du temps moyen de connexion. Et enfin, donc on aura la CPU. Donc c'est aussi une métrique très importante pour une fintech. Donc c'est tout simplement le coût d'un utilisateur pour l'entreprise. On peut le voir qu'il a 287 €. Donc un utilisateur coûte 287 € à l'entreprise. On peut le corréler tout simplement au projet marketing, comme je disais juste avant, d'offrir 100 € à un parrainé et 100 € à un parrain, plus par exemple 50 € en investissement, ainsi de suite. Donc déjà, on peut voir que TQS a maintenant une vision 360 de ses données. Ça lui permet tout simplement d'avoir une vision très simple
des métriques les plus importants pour justement bien gérer l'entreprise. Donc avec le net burn rate, on peut encore aller encore plus loin avec des données de trésorerie au niveau des KPI de trésorerie justement. Et donc on aurait aussi pu aller plus loin, par exemple en cliquant justement sur les icônes et avoir des granularités différentes dans les différents projets de TQS. Donc maintenant, j'ai fini de présenter le dashboard. Donc vous avez vu que c'est de la data, donc c'est de la data que j'ai générée aléatoirement. Et maintenant, je vais vous montrer comment on l'a préparée en amont. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple à faire. Maxime, je me permets, peut-être avant de basculer sur Nime, ce serait intéressant de voir l'interactivité qui existe dans le dashboard en prenant un cas pratique. Ah oui, bah, comme je vous montrais tout à l'heure, donc par exemple, je vais vous montrer le cas du Brésil, par exemple. Donc là, on peut voir que notre dashboard est interactif. Quand on va venir cliquer sur un pays, là j'ai mis un pays pour l'exemple, mais on aurait pu très bien mettre un filtre de mois, d'année, selon la granularité, l'historique de vos données. Et donc là, on va pouvoir voir qu'on a plusieurs datas centrées donc, sur le pays. Donc là, on est très interactif. Déjà, on va pouvoir voir que nos données ont changé. On va pouvoir voir le part d'investissement, de paiement, de financement. Les données aussi sur le côté ont été modifiées pour justement fit avec les utilisateurs du Brésil. Et ce qui va permettre justement à TQS de mieux comprendre sa clientèle et lui offrir justement des services les plus adaptés possibles. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous présenter le workflow Nime. Donc vous allez voir le workflow Nime qui est juste là. Alors, comme disait Bastien, Nime permet de préparer de la donnée. Et donc déjà, pour préparer la donnée, il va falloir la récupérer. Ici, en l'occurrence, on a un cas qui est un peu classique, qu'on rencontre assez souvent. C'est tout simplement, le client a beaucoup de fichiers Excel de la même base de données. Et donc, pour la traiter comme il faut, on va venir tout fusionner. Donc, on va fusionner tout le fichier Excel ensemble, très facilement, pour en sortir justement l'ensemble de notre data. Donc là, vous allez pouvoir voir par exemple que de base, vous aviez un ID d'utilisateur, leur temps de connexion, le pays, date d'inscription et la note qu'ils ont donnée. Donc là, on est vraiment sur de la donnée très très basique. Ensuite, là par exemple, vous pouvez voir l'itération, donc c'est une colonne qu'on ne veut pas, donc on va pouvoir la filtrer très simplement. Donc comme si on faisait un clic droit supprimé sur Excel, là c'est juste une box à glisser, donc qu'on glisse depuis notre répertoire de nœuds et que ça va fonctionner donc très simplement. Ensuite, on va venir enrichir cette data, et pour l'enrichir, contrairement à Excel ou d'autres solutions qui sont un peu plus complexes, justement pour fusionner des données, là ici, on va récupérer un autre flux de données, donc totalement différent. Donc là, c'est un flux de trésorerie, avec justement l'argent qu'ont engendré chaque utilisateur. Donc encore une fois, on filtre pour regarder que les colonnes que l'on cherche, et on va les fusionner très simplement avec une petite box qui va venir enrichir la donnée. Et donc là, comme on peut voir, donc c'est tout simplement la donnée de mes utilisateurs avec les données KYC et les données de trésorerie liées à ces utilisateurs-là. Donc c'est vraiment très simple, ça se fait en quelques glissés-déposés comme vous le voyez, là où sur d'autres solutions, ça prendrait beaucoup plus de temps. Ensuite, quelque chose de très important qu'on ne voit pas forcément, notamment sur certaines bases de données, c'est que la donnée est typée. Donc tout simplement, si je vous regarde bien ma donnée, on va voir qu'ici, mes dates d'inscription et mon temps de connexion, ce sont des chaînes de caractères, donc ce sont des phrases. Donc impossible de faire des calculs, comme j'ai pu faire dans le dashboard avec le temps moyen de connexion. Et donc on va très simplement pouvoir justement modifier ça pour justement influer sur ces données-là et faire des calculs. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, donc, pour montrer rapidement aussi ce que j'ai fait, tout simplement là, c'est que ma donnée, je m'étais trompé, j'ai demandé à gérer de la donnée jusqu'en 2023, et très simplement, comme vous le voyez, j'ai dit, bah, tu me remplaces 2023 par 2022, et toute ma donnée a été corrigée. Donc c'est très rapide et très efficace. Là, encore une fois, on a un nœud exprès pour ça qui va nous permettre de dire que mes dates d'inscription, ce sont des dates. Et donc maintenant, idem aussi pour le temps de connexion. Et maintenant, quand on va regarder ma donnée, c'est devenu du temps et de la date que je vais pouvoir calculer, faire des moyennes dessus et très facilement les utiliser dans Tableau. Et enfin, donc on a la sortie. En l'occurrence ici, c'est une sortie Tableau parce que ça nous permet d'être encore plus efficace au niveau du traitement de la donnée, de la rapidité sur Tableau. Mais on aurait pu imaginer une sortie Excel, enrichir une base de données SQL, voire plusieurs sorties en même temps également. Et la grosse force de Nime, c'est aussi qu'on va pouvoir demander à ce workflow-là de s'exécuter, par exemple, tous les matins à 9 h. Ce qui va permettre à notre dashboard de se réactualiser tous les matins à 9 h. Et on peut imaginer que, on peut même vous envoyer un mail
justement, pour que vous receviez tous les matins à 9 h votre dashboard mis à jour avec les données les plus récentes. Donc, pour moi, c'est fini aussi également au niveau de Nime. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Et donc, je vous écoute si quelqu'un a des questions. Tac. Alors, il me semblait, donc, effectivement, on a eu des questions. Donc, l'une des questions qu'on nous avait posées, tout simplement, c'était alors, combien de temps peut-on gagner entre un dashboard et un fichier Excel? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante et justement Tableau va y répondre très simplement. C'est comme vous l'avez vu, le dashboard est vraiment très simple à regarder. On a vraiment des KPI qui vont nous sauter aux yeux et des nombres très clairs. Donc l'œil va tout simplement lire 5 fois plus vite des graphiques que des informations tabulaires ou des chiffres stockés justement dans un Excel. Donc on est vraiment sur un gain de temps énorme et tout en gardant justement une vision très macro. Donc c'est vraiment là où les dashboards se démarquent principalement. Ensuite, on avait la question aussi également de est-ce qu'on peut utiliser Tableau pour faire des prédictions? Donc on peut imaginer que TQS, bah, justement, ils veulent avoir une prédiction sur l'évolution de leur nombre d'utilisateurs, sur justement leur burn rate par exemple, pour savoir s'ils doivent vraiment s'inquiéter maintenant. Et bien tout simplement, oui, c'est possible. Donc c'est très simple également. Avec votre donnée, Tableau va pouvoir automatiquement générer une prévision, donc une prévision classique avec un taux haut, un taux bas et une moyenne. Donc ça, tout ça, c'est totalement possible. Et il me semble qu'il n'y avait pas d'autres questions, ou si dans le chat, vous avez des questions. J'ajouterais même, Maxime, je me permets, que cette prédiction, enfin, détrompe-moi si je dis une bêtise, mais on peut la faire en amont dans Nime aussi, qui est un outil de data science. Exactement, on peut aussi faire du réseau de neurones ou de la prédiction un peu plus classique, et même plus poussée, hein, comme disait tout à l'heure Bastien, il y a plus de 2000 nœuds, il y a une communauté très forte, et donc vous trouverez toujours de la ressource pour faire justement de la prédiction, aussi poussée soit-elle. Parfait. Donc, Bastien, je vais te relaisser la main. Oui, je te remercie. Bah, n'hésitez pas, même si vous avez des questions, si tu peux juste passer la slide. Ouais, je te remercie. Voilà, donc bon, vous êtes dans un webinaire orienté FinTech aujourd'hui. On fait très régulièrement des webinaires. Pour ma part, donc, je suis en charge de la BU Finance, comme je vous le disais juste avant. Donc, on a aussi des webinaires qui peuvent vous intéresser, notamment sur la partie KYC ou sur la partie Risk Management. Vous retrouvez les liens juste en bas où vous pouvez vous connecter directement sur midral.com/webinar au pluriel. N'hésitez pas à y faire un tour. Et puis, de la même manière, je suis à votre disposition. Si vous voulez me contacter directement, on pourrait très bien se programmer un rendez-vous ensemble de 30 minutes, 1 heure maximum, en tout cas, pour peut-être voir l'intérêt qu'auraient les outils présentés ici dans votre environnement technique et surtout comprendre vos projets et savoir comment on peut y répondre mieux et vous aider au maximum. Donc, vous avez mon mail qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Donc, c'est bserenon@midral.com. N'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux. Donc, vous avez le format @midral, et puis on est présent sur LinkedIn et Twitter aussi, et même TikTok depuis peu, c'est pour vous dire. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. On a été ravis de vous présenter ce webinaire, et encore une fois, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez qu'on avance ensemble. Bonne journée à tous.